On sait pourquoi t'es ici pour faire le plein de bonnes nouvelles, et sans plus attendre, on va t'en donner 5 pour te remonter le moral. Des barrages pour sauver les grenouilles. Les amphibiens font partie des espèces animales protégées et au retour du printemps, les grenouilles et les crapauds sont particulièrement vulnérables. Quand les jours se réchauffent, les batraciens cherchent à rejoindre les mares, étangs et autres zones humides afin de se reproduire. Pour cela, ils doivent souvent traverser des routes fréquentées, ce qui n'est pas sans danger puisqu'ils peuvent se faire écraser par des voitures. Selon des chiffres relayés par France 3, 25 à 50 millions de grenouilles, crapauds, tritons et salamandres meurent écrasés sur les routes de France chaque année. Cette forte mortalité a été constatée à Muchedan, près de Dieppe, où les amphibiens traversent souvent les routes pour rejoindre les étangs dans la vallée. Pour les protéger, la maire du village, Christine Cressant, des employés municipaux ainsi que Bruno et Hélène Véron, membres de l'association Muchedan au naturel, ont installé un barrage pour aider les grenouilles et crapauds à traverser les routes en toute sécurité. Comme l'explique le journal Les Informations Dieppoises, les employés municipaux ont commencé par lister tous les endroits à risque pour les grenouilles. 8 adultes et 6 enfants volontaires se sont joints au groupe pour mettre en place le barrage de 80 mètres de long ainsi qu'un système de recueil de batraciens. En début de soirée, les bénévoles ont installé des filets pour empêcher les amphibiens de traverser la route départementale. Ils ont également disposé de seaux pour capturer les grenouilles dans le but de les relâcher de l'autre côté de la voie le lendemain matin en toute sécurité. Pap Ndiaye annonce que ce sera désormais à l'élève harceleur de changer d'école et non l'inverse. Bien souvent, lorsqu'un ou une élève subit du harcèlement à l'école et que toutes les ressources ont été épuisées, c'est à la victime de quitter son établissement. La seule solution pour échapper à ces violences quotidiennes n'est autre que la déscolarisation ou le transfert dans une nouvelle école. Une situation particulièrement injuste à laquelle le ministre de l'Éducation nationale a décidé de mettre fin. Invité sur l'antenne de la radio RTL, Pap Ndiaye a ainsi annoncé plusieurs mesures visant à lutter contre le harcèlement en milieu scolaire. Dans les écoles primaires, il n'y a pas de conseil de discipline. Et dans le cas où il faut séparer l'élève harceleur de l'élève harcelé, on en arrive à une situation qui n'est pas normale, par laquelle c'est l'élève harcelé qui doit partir, a-t-il résumé. Le ministre a donc annoncé un changement réglementaire pour faire évoluer les pratiques et protéger davantage les victimes. En dernier recours, lorsque toutes les solutions ont été épuisées, l'élève harceleur pourra être scolarisé dans une autre école, indépendamment de l'avis des parents si le maire ou les maires concernés sont d'accord, a-t-il expliqué. Concrètement, on essaie d'abord de concilier, a souligné le ministre, et en dernière analyse, si ça ne fonctionne pas, on pourra décider que c'est l'élève harceleur et non pas l'élève harcelé qui devra être scolarisé dans une autre école. Une mesure qui concerne les élèves âgés de 6 à 11 ans scolarisés dans le primaire majoritairement. Selon les chiffres du ministère, un enfant sur 10 est confronté aujourd'hui à une situation de harcèlement scolaire au cours de son parcours. C'est dire l'urgence de prendre ce sujet à bras-le-corps. Amputé d'une jambe, il fait le tour de France en courant et récolte des fonds pour des associations. Guy Amalfitano est un homme âgé de 60 ans au parcours impressionnant. À 17 ans, il a été victime d'un cancer des os et a été amputé de la jambe droite. Sa maladie ne l'a pas empêché de faire du sport puisqu'il a intégré l'équipe de France de ski quelques mois plus tard après son opération. En 1984 et 1988, il a notamment participé aux Jeux paralympiques. En 2010, Guy a eu un accident de ski et s'est fracturé la 3e lombaire. Après 6 mois d'inactivité, il a décidé de se remettre en forme et s'est lancé dans la course à pied. 7 ans plus tard, le sportif a traversé le Canada en parcourant près de 7100 km en hommage à Terry Fox qui a été comme lui victime d'un ostéosarcome. Cette année, Guy a décidé de réaliser un nouveau défi puisqu'il compte faire un tour de France en courant pendant 100 jours. Son voyage long de 3400 km a commencé le 17 mars dernier quand il est parti de chez lui à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Muni de ses béquilles, il va parcourir des milliers de kilomètres à une jambe. Guy a établi un rythme précis pour courir en moyenne 43 km par jour. Il commence sa journée à 4 h du matin. Il fait une pause le midi aux 3/4 du parcours pour manger et dormir avant de repartir à 15 h. Il court ensuite les 10 derniers kilomètres restants et finit son trajet quotidien à 17 h. Pour l'accompagner, il peut compter sur ses amis qui se relaient pour conduire un camping-car à l'effigie de l'Ultra Run France Tour 2023, le nom que Guy a donné à sa course. En plus de réaliser un vrai exploit sportif, le parcours de Guy s'inscrit dans une démarche solidaire. S'il court à travers les 12 régions de France, c'est pour découvrir notre pays, se dépasser, mais aussi récolter des fonds pour des associations locales. Selon les informations publiées sur son site internet, l'objectif de son parcours est de collecter des fonds pour une association ou une fondation pour chaque région, d'aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui le soutiennent depuis qu'il s'est lancé dans ses actions solidaires et d'homologuer le record du monde de la plus longue distance parcourue sur une jambe en 100 jours consécutifs. Pour soutenir le sportif, il est possible de faire un don sur son site internet et de suivre
suivre sa position grâce à un système de GPS. La fin du voyage de Guy est prévue pour le 24 juin prochain, date à laquelle il rentrera chez lui. Pour la première fois, le travail de nuit est reconnu comme un facteur du cancer du sein. Martine est infirmière. Elle a travaillé de nuit à l'hôpital de Sarreguemines pendant 28 ans. Quand en 2029, elle a obtenu de travailler de jour, on lui a diagnostiqué un cancer du sein. 14 ans plus tard, elle a finalement réussi à faire reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle liée à ses années de travail de nuit. 873, c'est le nombre de nuits que Martine a passé à travailler au cours de ses 28 années de garde. 28 années à alterner entre des gardes matinales, l'après-midi ou la nuit. Et pour Josiane Clavelin et Brigitte Clément, deux syndicalistes de la CFDT des mineurs de Lorraine, ces gardes avaient un lien avec son cancer du sein. Depuis plusieurs années, les deux femmes se battent pour alerter sur les facteurs professionnels du cancer du sein. Dans les années 1990 et 2000, Josiane Clavelin exerce à l'hôpital de Fréming-Merlebach, en Moselle, et observe les femmes de son entourage. Infirmières et aides-soignantes développent des tumeurs malignes au sein. La plupart ne présentent aucun facteur de risque connu dans leur vie personnelle. Josiane Clavelin a très tôt l'intuition que le cancer du sein pourrait avoir une origine professionnelle. En 2007, puis en 2016, on lui donne raison. Le Centre international de recherche sur le cancer commence par classer le travail nocturne comme ayant un effet probablement cancérigène. Puis l'Agence nationale de sécurité sanitaire évoque un excès de cancer du sein en lien avec le travail de nuit. Enfin, en 2018, le constat de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est sans appel. Les femmes qui travaillent plus de 2 nuits par semaine pendant plus de 10 ans sont particulièrement à risque. Cette décision inédite intervient comme une victoire pour des femmes qui portent ce combat depuis des années. L'aéroport d'Amsterdam va interdire les jets privés et les vols de nuit. Ce n'est plus un secret, l'avion est l'un des moyens de transport les plus polluants. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'aéroport d'Amsterdam, aux Pays-Bas, a pris une décision radicale en annonçant l'interdiction des vols de nuit et des jets privés. L'objectif de cette décision est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances sonores des avions. Depuis plusieurs années, les habitants qui vivent près de l'aéroport se plaignent du bruit et selon le média néerlandais Het Parool, 17 500 personnes sont victimes de nuisances sonores graves causées par les avions. Ainsi, l'interdiction des vols de nuit pourrait réduire de plus de 54% les graves troubles du sommeil de la population. Cette nouvelle mesure, qui sera appliquée à partir de 2025 ou 2026, a été annoncée par le directeur général de l'aéroport dans un communiqué. Ainsi, les avions auront l'interdiction de décoller de l'aéroport entre minuit et 6 h du matin et ils ne seront pas autorisés à atterrir avant 5 h du matin. Les jets privés seront également interdits à l'aéroport d'Amsterdam car ils causent une quantité disproportionnée de nuisances sonores et d'émissions de CO2 par passager. Selon l'aéroport, les vols en jet privé créent 20 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que des vols réguliers. De plus, les avions les plus bruyants et obsolètes n'auront plus l'autorisation d'utiliser l'aéroport. Une exception sera toutefois faite pour les hélicoptères de traumatologie et de police ainsi que les avions de la garde côtière. Par la suite, d'autres mesures de protection anti-bruit seront mises en place pour le bien-être des habitants locaux. Chez Positiveur, pas de nouvelles, mauvaises nouvelles, alors on espère en avoir plein à vous raconter prochainement. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications. Ciao!